Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à tous, très heureux de vous accueillir dans le RMC Fighter Club numéro 372. Aujourd'hui, on parle MMA avec l'affaire qui secoue l'UFC depuis quelques jours. Samedi soir à Las Vegas lors d'une Fight Night, un affrontement de milieu de carte principal a créé le scandale avec une suspicion de combat truqué. Alors connu uniquement par les fans hardcore de MMA, Isaac Dulgarian est aujourd'hui connu de tous suite à sa défaite contre Yadir Del Valle, et il entraîne surtout l'UFC Dana White dans une polémique dont ils auraient adoré pouvoir se passer. Les fraudiers au paris sportif, un sujet tabou au sein des grosses organisations, mais duquel les autorités, y compris le FBI aux États-Unis, est très vigilant. Une affaire qui remue donc des vieux démons dont on va vous parler aujourd'hui avec Baba, le pilier du RMC Fighter Club. Salut Baba. Salut Charles. Ça va ? Ouais, ça va. Bah écoute, on a passé 3 jours à se triturer l'esprit sur ça pour essayer de vous proposer quelque chose de complet surtout et de précis, parce qu'il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ça. Voilà, nous on va essayer de vous apporter les faits et puis aussi de vous apporter ce qu'on connaît de deux mondes qui se côtoient beaucoup, le pari que moi je connais bien mais que Charles connaît un peu mieux, et le combat que je connais très bien. Et en plus avec un combat dont tu étais au commentaire avec Antoine Simon, et donc tu as aussi tu vas avoir ce regard d'avoir vu le combat sans rien savoir de l'affaire. Tu vas nous dire ton ressenti et puis derrière de découvrir tout ce qui était lié à ce combat, donc ça va être très intéressant aussi de t'avoir à ce sujet-là. Allez, en tout cas c'est parti pour le RMC Fighter Club qui se plonge dans les suspicions de combat truqués à l'UFC, appuyé par le cas récent Isaac Dulgarian. Vous rappelez comme d'habitude que si vous aimez nos podcasts, si vous voulez nous suivre, recevoir des alertes dès qu'il y a de nouveaux épisodes qui sont publiés sur YouTube ou sur les plateformes de podcasts, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, quelle que soit la plateforme où vous nous suivez. Ça nous donne toujours beaucoup de force à Baba, à moi et à tous les intervenants du RMC Fighter Club. Baba, je disais, tu étais au commentaire donc, de cette Fight Night 263 ou alors UFC Vegas 110. C'était une des plus petites cartes de l'année, hein. Franchement, souvent, le combat principal faisait pas rêver grand monde. C'était à l'Apex, donc sans public, ou alors avec très peu de public comme d'accoutumé lorsque c'est dans cette salle de Las Vegas. Donc normalement il y avait déjà quasiment aucun regard qui était tourné vers cette carte. Et finalement, ça va peut-être être l'une des Fight Night qui va le plus rester dans les mémoires de cette année 2025, parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Donc en avant-combat, faut préciser que Dulgarian, il était largement favori. Il était en 7-1 avant cet affrontement. Il était à 2 victoires et 1 défaite à l'UFC, donc c'était son 4e combat à l'UFC. Jusqu'alors, il n'avait pas alerté forcément... que ce soit, il y avait pas eu de signaux négatifs qui s'étaient allumés autour de lui, donc on pouvait pas trop suspecter quoi que ce soit. Donc sur l'avant-combat, de base, pour nous en tant que spectateurs, il y a rien à se dire. Non, pas du tout. Moi je suis au commentaire avec Antoine, il y a quand même un peu d'expérience du commentaire de combat à côté de moi. Antoine, ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça, moi ça fait pas mal de temps maintenant que je le fais, et puis surtout que je suis dans le monde du sport de combat, donc non, moi en live je vois rien, je vois pas quelque chose de particulier. Certes, il défend 4 fois une tentative d'étranglement, donc tu te dis plus que il peut défendre sur la mauvaise main, mais bon, c'est assez particulier dans les conditions du direct, c'est assez particulier pour lui aussi, pour le combattant. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles tu peux paniquer, tu peux avoir un problème mental, enfin il y a plein de choses qui vont faire que tu vas pas faire les bonnes choses techniquement, donc à aucun moment, moi à ce moment-là, je me dis qu'il y a quelque chose de bizarre sur ce combat, surtout que moi comme je suis pas parieur, je regarde pas les cotes, donc je vois pas, je sais pas que les cotes ont bougé avant en fait. Tu sais certainement qu'il est favori, que normalement contre son adversaire, c'est lui qui est censé gagner par rapport à son statut, mais il n'y a rien de plus que ça. Rappelons juste, pour remettre le contexte aussi de ce qui s'est passé, c'est que suite à ce que tu as décrit, donc ces défenses de soumission que certains ont pu juger après un petit peu avec un manque de conviction, et finalement cette soumission qui se prend, l'UFC l'a suspendu parce que justement, on va vous le décrire aussi, il y a eu des mouvements assez bizarres par rapport aux cotes et par rapport aux paris qui étaient engagés sur ce fight. Moi je l'ai revu tout à l'heure aussi ce combat. Mais du coup, ne l'ayant pas vu en direct, je l'ai vu simplement avec mes yeux de savoir ce qui s'était passé. Même avec ces yeux-là, tu vas pas dire sur le coup quel scandale. C'est défend, tu te dis il y a un manque de technique, il a pas été bon, mais tu vas pas dire qu'il y a un scandale absolu quand tu le vois, je trouve.
Bah non, franchement, pour l'avoir revu derrière, sachant tout ce qu'on sait ensuite, ouais, tu te dis qu'il est pas bon sur sa défense, ça c'est clair et net, tout le monde te l'expliquera, et plein de spécialistes l'ont expliqué, des mecs mieux qualifiés que moi sur le jiu-jitsu et sur le grappling l'ont expliqué. Il défend pas bien, mais c'est pas quelque chose qu'on voit pas toutes les semaines. Hein. Toutes les semaines, il y a des combattants qui font des grosses conneries défensivement. Même pire que celle-là. Ouais, voilà, tu vois, que ce soit debout, que ce soit au sol, tu vois des trucs de fou, tu vois des moments de fight IQ, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Bah, je vais pas me dire à chaque fois qu'il y a quelque chose derrière. Mais en plus, il envoie le premier signal quand même de défendre une fois, deux fois, trois fois, et quand même, il arrive à sortir de certaines situations pour revenir dans une situation où finalement il tape. Donc, il envoie quand même des signaux en disant j'ai envie de me sortir de ça et j'ai envie de gagner le combat. Voilà, c'est ça. En tout cas, encore une fois, là, si on parle des conditions du direct, il n'y a rien qui peut me laisser imaginer que quelque chose ne va pas. Bon, donc du coup, Dulgarian perd ce combat, milieu de carte principale, je le disais, de cette Fight Night. En fait, ce qui va nous gêner et ce qui va être au cœur de ce dont on va discuter ensemble, Baba, c'est que l'UFC a, comme parfois dans certaines situations, une position et une manière de communiquer qui n'est pas forcément très convaincante. Derrière, sans communication, il décide de virer Dulgarian du roster UFC. Ouais. Il n'explique pas pourquoi. Donc on peut constater que Dulgarian n'est plus en contrat avec l'UFC. Ça déjà, ils auraient peut-être dû à ce moment-là dire on l'a fait pour telle ou telle raison, mais ils ont décidé de rester dans le silence. Ça, c'est une première erreur. Ouais, bien sûr, mais enfin après erreur, eux ils te diront que c'est pas une erreur parce qu'ils communiquent comme ça tout le temps et quelque part c'est bien fait pour nous d'avoir été habitués à cette communication unilatérale de l'UFC et que là en plus il n'y a pas de conférence de presse pour Dana White, donc tu peux pas lui poser des questions. Le communiqué il intervient à peu près 24 heures après, enfin c'est même pas un communiqué, c'est juste qu'on apprend que Dulgarian n'est plus sous contrat avec l'UFC, donc ça ajoute forcément beaucoup d'eau au moulin qui commence déjà à tourner à plein régime à ce moment-là, tu vois. Ouais, exactement. Alors derrière, une fois que Dulgarian a été officiellement viré de l'UFC, on apprend que certains sites de paris ont soit remboursé les mises qui avaient été pariées sans distribuer les dividendes récoltés grâce pour ceux qui avaient bien parié sur ce combat, et il y en a aussi certains qui ont gelé, notamment le sponsor principal de l'UFC qui a gelé les paris à un moment et qui a dit ok, on arrête parce qu'il y a des mouvements quand même bizarres. Donc là on commence à se dire il y a quelque chose de louche. Et même si c'est un sujet tabou, c'est vrai, les combats truqués, les paris fictifs, les paris engagés par des combattants, c'est un petit peu tabou. Et finalement, on se rend compte qu'il y a quelque chose de très nébuleux autour de ce combat-là. Ouais, quelque chose de bizarre. Là, tu commences à te dire, ok, on n'est pas juste au stade de la rumeur, c'est pas juste un truc qui naît sur Twitter et que. Parce que c'est vrai, il y a des spéculateurs, il y a beaucoup de gens qui affabulent aussi. Et là, tu comprends avec tout ce qui se passe, tous les éléments qu'on a au fur et à mesure, les sites de paris qui s'en mêlent. Là, tu te dis, ok, non, il y a vraiment quelque chose qui va pas sur ce combat-là. Et c'est pas pour rien que l'UFC l'a viré. Et puis on commence à comprendre que ça va aussi loin que l'implication du FBI, quoi. Exactement, alors c'est là où j'allais enchaîner parce que du coup, comme je le disais dans l'intro et comme tu viens de le dire, là on se rend compte qu'il y a le FBI qui est en fait très très proche de l'UFC. Alors il y a le patron du FBI qui est un grand fan de l'UFC, qui est un proche de Trump, comme tu disais tout à l'heure, premier rang de chaque événement numéroté. Ouais. Donc forcément, il connaît bien Dana White, donc il y a aussi des liens qui peuvent évidemment se faciliter entre l'UFC et le FBI. Et du coup, on apprend que le FBI est très très proche de l'UFC et de cette affaire-là. Il y a eu quelques alertes qui ont été données à travers les temps. Alors ça reste à vérifier, mais vraisemblablement l'UFC est alerté par le FBI lorsqu'il y a des mouvements qui sont un petit peu suspects lors des combats et sur des mouvements de paris. Et donc il y a cette interview qui est un petit peu charnière de Dana White à TMZ. Alors pareil, le moyen de communication et la manière de communiquer, on peut avoir à en redire. En tout cas, il décide de communiquer. Et Dana White dit « Nous avons appelé Dulgarian et son avocat avant le combat pour lui demander ce qu'il se passait, puisque le FBI avait alerté donc l'UFC. Oui. S'il était blessé, s'il avait des dettes, s'il avait été contacté par quelqu'un. Il a répondu non, mais je vais le tuer dans la cage. Alors on a laissé le combat se faire. » Ouais. C'est ce que dit Dana White. Ensuite, il dit puis le combat a eu lieu avec cet étranglement arrière au round 1 et on a tout de suite appelé le FBI. Ouais.
Il n'y a rien qui va. Donc, quelle est la logique là-dedans? C'est-à-dire qu'un des cadres de l'UFC a appelé Dulgarian, et sur le simple fait que Dulgarian dit non, c'est mon premier, j'ai rien fait. Évidemment, il n'allait pas dire ouais, je suis en train de truquer mon combat en incitant des paris. Et du coup, ils se sont basés là-dessus. C'est étrange. Ça me fait penser à un sketch de Mr V sur YouTube où il est soi-disant un juge. Où il demande à l'accusé est-ce que vous êtes sûr que c'est pas vous? Et le mec dit voilà. Et Mr V dit il a dit voilà, c'est bon. C'est la même chose. Ah, j'ai des rêves de jeune, hein, les gars. Mais c'est exactement. Mais tu te rends compte? En fait, on te dit qu'à partir de 3h de l'après-midi, donc quelques heures avant le combat, il y a quelque chose qui va pas du tout sur le combat. Tout le monde est en train de miser sur la défaite de l'underdog. C'est un peu bizarre, mais bon, vas-y, ok. Tout le monde y va, tout le monde met de l'argent. L'UFC est prévenu par IC 360, qui est l'organe qui est garante de l'intégrité des paris qui est un pour petit l'UFC. peu comme interne à l'UFC, Voilà, et qui bosse au quotidien avec eux. Et c'est à eux justement ils ont fait leur boulot pour le coup en disant là il y a quelque chose qui va pas sur ce combat-là. Et parce que le mec te dit non, tout va bien, je vais tuer le mec, on s'arrête là, on décide pas de retirer le combat, on prend aucune décision. Et puis derrière, quand ça se passe, on nous explique qu'on rappelle le FBI, c'est l'UFC qui rappelle le FBI et pas l'inverse, pour dire alors effectivement c'était bizarre, et du coup on l'a retiré on coupe son contrat, et derrière on apprend en plus que la commission athlétique du Nevada suspend la bourse de Dulgarian. Pour l'instant, on n'est pas payé. Et quand la commission suspend les bourses, c'est le genre de truc où quand il y a eu toute l'embrouille entre Khabib et Conor, ils ont dit on vous paye pas parce qu'on fait une enquête. Là, ça veut dire qu'il y a une enquête, ça veut dire qu'il y a des éléments. Et puis comment l'UFC, ce combat-là, juste il le retire pas de la. Ça fait, je pense que ça fait même pas une brève sur MMA Junkie ou sur. Personne n'en aurait parlé. C'était franchement ces deux mecs, on le disait tout à l'heure, hors MMA hardcore, personne ne les connaît. T'enlèves pas un combat de 2 classés sur un numéroté, tu vois. Surtout qu'avec leur mode de communication, encore une fois, l'UFC sont en position de faire des choses comme ça, de retirer le combat sans aucune vraie explication. Tout le monde ira spéculer sur des blessures. Basta, quoi, tu vois. Il y a peut-être un média sur 90 qui va aller poser la question à Dulgarian ou à l'autre qui te dira ouais, bon, je peux pas trop en parler, blessure non divulguée ou quelque chose comme ça, et puis on passe à autre chose, et puis eux ils font leur truc, mais je comprends pas pour quelle raison ils ont pas voulu enlever le combat. Et puis incompréhensible du côté de l'UFC. Alors quelle stratégie du côté de Dulgarian, malgré un appel de l'UFC en gros qui dit attends, t'es sûr qu'il y a pas un truc chelou avec tes histoires, de quand même vraisemblablement, après il faut quand même que toute cette affaire se tire au clair, hein, parce que pour l'instant ça n'a pas été encore acté que Dulgarian avait parié et avait truqué. Enfin, c'est basé sur des suspicions. Mais en attendant, comment est-ce que lui, si effectivement il est jugé coupable sur cette affaire-là, parce qu'il peut aller jusqu'à de la prison, hein, ça peut être très très grave. S'il est jugé coupable de cette affaire-là, comment est-ce que lui ne se dit pas attends, il y a un truc bizarre, limite je le ferai à mon prochain combat. Mais là, on m'a quand même appelé avant le combat pour dire est-ce que tu as fait quelque chose d'étrange? Ouais, c'est clair. D'ailleurs, je me suis trompé tout à l'heure quand je disais que l'argent, il a été sur l'underdog, il a été sur le favori. Hein. Les gens ont commencé à beaucoup parier sur. Les gens en fait ont retiré leur argent du favori pour le mettre sur l'underdog. Ils ont misé sur une victoire de sa part. Ouais. Ceci étant dit, je comprends ta question. Ta question elle est légitime, Charles, de te dire mais pourquoi du coup quand il a eu ce red flag, il n'a pas agi lui-même? Et là, la réponse, elle peut être multiple. Tu peux évidemment miser sur la bêtise ou sur l'appât du gain. Tu peux aussi miser sur le fait qu'il était peut-être pas en sécurité, qu'il est peut-être pas safe, qu'il y a des forces qui jouent sur lui, qui lui mettent la pression. Pression entre guillemets mafieuse. Voilà, il y a des choses, on va pas se mentir, c'est un sport, le MMA, qui est issu d'autres sports de combat, qui est petit frère de la boxe, qui a toujours été sous influence de la mafia. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours bien expliqué dans le Fighter Club et qu'il faut bien avoir à l'esprit que il se passe des choses dans la vraie vie, il se passe des choses et c'est pas juste du sport malheureusement, c'est un gros business qui génère d'énormes sommes d'argent dans un sport où les combattants, et surtout ce genre de combattants là, ne gagnent pas tant que ça, ils gagnent pas tant d'argent et c'est toujours plus facile d'aller proposer des choses à des combattants qui gagnent pas autant que ça. Ouais, ils gagnent même très peu d'argent. Hein. Enfin, les mecs qui sont ce jeu, alors je sais pas exactement quel était sa bourse, je sais pas si ça tu l'as vu, mais peut-être s'il est en 12+12 ou peut-être qu'il avait déjà. Il doit être sur son premier contrat UFC, vu que c'était son 4e combat. Voilà. Donc il doit être en 12 000 pour combattre, et 12 000 pour gagner à peu près. Donc là, quoi qu'il arrive, là avec cette défaite, il repartait après taxe, après entraîneur, etc. Potentiellement, tu as moins de $5 000 dans ta poche. C'est possible. Donc si tu as fait un camp de 2 mois, autant te dire que ça laisse quand même pas grand chose, quoi. Il y a beaucoup de combattants sur leur premier contrat qui sont déficitaires. Si tu mets tous les coups bout à bout, surtout pour les Américains, les Français, c'est différent. Ici, on va te demander un fond d'œil ophtalmologique, on va te demander un électrocardiogramme.
tout le monde sait, ça va coûter dans les 100 balles, grosso modo 100 balles, 150 balles. Aux États-Unis, ça peut monter jusqu'à 10 000 $. Ouais, Ce genre de test-là, tu vois, ce genre de frais. Ça veut dire que la moitié de ta bourse, elle part là-dedans si tu veux combattre. Donc, encore une fois, ces combattants-là sont vulnérables et donc plus facilement approchables par ces entités obscures, pour le moment en tout cas, qui leur promettent de l'argent en échange d'un pari. Les paris truqués, donc, qui planent un petit peu au-dessus du sport en général, et là aujourd'hui des sports de combat et plus particulièrement de l'UFC. On va se demander, Baba, pourquoi est-ce que le MMA est particulièrement vulnérable à ça? Tu as déjà donné des éléments de réponse par rapport à ce côté, cette base un peu mafieuse aussi qui est liée à l'UFC. Et ça va permettre aussi, puisque tu as listé des cas concrets qui avaient déjà été répertoriés, même jugés parfois pour autour de l'UFC, ça va permettre de pouvoir les distiller. Mais au-delà de ça, alors pourquoi est-ce que ce sport est vulnérable et pourquoi ce sport peut paraître plus exposé qu'un autre à ce genre de problème? Bah déjà, c'est un des sports avec le plus haut profil, donc un des plus médiatisés, où les combattants bénéficient le moins de cette exposition en termes financiers. Encore une fois, la majorité des combattants à l'UFC, ils vont être autour de 20 000 $ de prime. Tu peux doubler cette prime si tu gagnes. Donc déjà, ta vraie prime, elle est conditionnée à la victoire. Et c'est frustrant aussi pour les combattants parce que des grandes ligues américaines, on parle de la NBA, de la NFL, de la NHL, l'UFC, qui est considéré comme une énorme ligue américaine, redistribue un pourcentage très faible de ses gains à ses combattants. Exactement. Alors que les autres ligues, alors je n'ai plus les pourcentages et il faudrait que je les recherche, mais les autres ligues redistribuent une somme énorme et un pourcentage énorme de leurs gains à leurs joueurs, ce qui n'est pas le cas de l'UFC. C'est ça, et c'est la résultante de l'organisation des joueurs qui se sont organisés en syndicats, pour les plus grosses ligues américaines en tout cas. Et on a aussi au football la FIFPro notamment, c'est le syndicat des joueurs professionnels. Donc ces gros sports-là, mainstream, ils ont réussi à se syndiquer, et ils ont réussi à obtenir des choses. On se rappelle, qu'en NBA, il y a souvent des lockdowns où les joueurs décident, bon là on va pas jouer parce qu'il y a une renégation des droits télé, nous on veut une plus grosse part d'union, donc on joue pas. Tant qu'on n'a pas d'accord, on joue pas en fait. Et tu finis par trouver un accord. Ça, bon courage pour le faire à l'UFC. À l'UFC, c'est trop compliqué. Il y a eu des tentatives, il y a eu 2 tentatives notamment de création de syndicats, un qui a été créé, notamment mené par Georges Saint-Pierre, ça n'a pas été très loin, parce que la plupart de ces gars-là ont fini par recombattre à l'UFC. Avec un contrat très individualisé, donc ça s'est pas trop fait. Il y a eu, pour être complet là-dessus, la clash action, la poursuite collective qui arrive là à son dénouement, puisque les premiers paiements ont été envoyés, mais il y a plein de combattants qui avaient renoncé à ces poursuites, alors que dans cette poursuite-là judiciaire, tous les combattants qui étaient dans une certaine période donnée étaient éligibles à recevoir de l'argent. Il y a quand même des mecs qui ont été vocaux pour dire « moi j'en veux pas, l'UFC c'est trop bien ». Et finalement d'après ce que j'ai pu entendre, sur des mecs qui ont fait un contrat, donc avec 4 combats potentiellement, ils pourraient toucher autour de 100 000 $. Exactement. Pour un contrat de base, donc qui était sur les prix dont on a parlé tout à l'heure. Donc finalement, rétroactivement, c'est pas mal. Sur des mecs qui étaient à l'UFC il y a 10-15 ans, et ils vont pouvoir toucher 100 000 balles, qui vont arriver là en 2025 ou en 2026 sur leur compte, alors qu'ils ont combattu là-bas il y a 10 ans, et que finalement ils n'ont pas fait grand-chose parce que ils ont rien fait. C'est des têtes de syndicats qui ont mené la lutte. Il y a 10 mecs qui ont fait la chose en fait. Voilà. Mais l'UFC quand même a été obligé de plier là-dessus. Ils ont plié, ils n'ont pas voulu aller au procès, donc ils se sont arrangés financièrement et ils ont envoyé les paiements. Donc il y a tout le côté financier évidemment qui fait que ça va être compliqué. Maintenant tu vas avoir toute la partie aussi technique. C'est un sport qui permet de le faire entre guillemets, parce que déjà c'est un sport individuel, donc t'as pas besoin de compter sur l'arrière gauche de ton équipe pour perdre un match. Tu fais tout seul en fait. Et je dirais même que tu fais tout seul, c'est que ton adversaire n'a même pas besoin d'être dans la confidence. Tu peux jeter un combat sans que ton adversaire, s'il est bien concentré, il s'en rend compte, mais tu te fais étrangler, tu tapes au bon moment, tu te mets dans la mauvaise position comme il faut. C'est quelque chose, techniquement en tout cas, que tu peux faire. Un autre volet important, et qui est un des plus importants d'ailleurs dans le combat, c'est le volet blessure. Il n'y a pas un seul combattant de MMA qui ne va pas dans un combat sans une blessure. Tu essaies de cacher le plus possible, voilà, de faire attention. Tu sais, quand tu combats, notamment aux States, tu dois dire à la commission quand tu arrives, tu remplis un formulaire en disant est-ce que tu es blessé, est-ce que tu as quelque chose. La plupart des combattants vont dire non alors qu'ils ont quelque chose, tu vois. Parce qu'ils veulent absolument combattre, ils veulent pas, ils ont besoin de l'argent, ils ont besoin de tout ce qui va avec. Et ça fait que l'entourage, coach, assistant coach, soigneur, manager, promoteur, appelle ça comme tu veux, qui gravitent autour du combattant et qui peuvent avoir cette information, ce qu'on appelle une information d'insider aux États-Unis, leur permet de pouvoir
placer un pari en connaissance de cause. Si le mec, tu sais, qu'il rentre dans le combat avec des ligaments croisés, pour reprendre des cas récents, notamment en France, bah, rien ne t'empêche d'aller placer un pari en te disant, moi je sais qu'il sortira pas du premier round, ce mec-là, parce que sa jambe, elle est vraiment foutue, quoi, tu vois. Et c'est quelque chose qui n'est pas régulier, parce que tu vas aller faire parier ton cousin éloigné, ton pote, enfin quelqu'un qui ne porte pas ton nom, avec qui il est difficile de trop lier. Donc c'est quelque chose qui est très prégnant dans ce sport-là. Et puis aussi, entre guillemets, t'as pas besoin de truquer réellement le combat. Si tu veux, quand tu vas avoir ces informations-là, bah, c'est pas que tu vas aller voir le mec en face pour lui dire viens, à la 3e reprise, tu m'en mets une et je tombe et je me relève pas. C'est simplement avec la blessure et l'information que tu vas donner aux personnes avisées, elles vont pouvoir mettre de l'argent parce que voilà, au premier low kick que tout ça tu vas envoyer, et c'est un cas dont on va discuter tout de suite, bah, tu vas tomber par terre parce que ta jambe ne tient plus et tu vas pas sortir du premier round. Ouais. Il y a aussi, comme tu me l'as mentionné, il y a aussi plusieurs problèmes qui se posent. C'est la régulation non uniformisée de ce sport. Là où au foot, par exemple, la FIFA va gérer beaucoup de choses, là où au tennis, l'ATP va gérer beaucoup de choses, la WTA. Là, ici, aux États-Unis notamment, quand tu le vois, en fonction... On était par exemple à Montréal pour l'UFC 315, il y a certaines phases de combat qui n'auraient pas été jugées pareil si on avait été dans le Nevada. Ouais. Et ça avait valu aussi certaines discussions avec les arbitres francophones là-bas pour la plupart, et donc canadiens. Ça joue aussi pour beaucoup le fait que ce soit dans les règles ou dans aussi le côté juridique, fiscal, etc. Il y a beaucoup de choses qui changent en fonction de là où tu combats, et ça brouille un peu les pistes. Ça brouille complètement les pistes parce que tu vas avoir des règles totalement différentes, des façons de gérer des situations totalement différentes, et puis il n'y a pas d'uniformisation. On a tous vu des films américains, on a tous vu des films hollywoodiens où tu as un bandit qui va dans tel casino, qui se fait interdire, qui change d'état et qui recommence les mêmes conneries, tu vois. C'est la même chose pour le combat, tu vois. Tu peux faire ces choses-là parce que non seulement les règles sont différentes, et puis en plus il y a peu d'interconnexion entre ces commissions-là, ça communique pas super bien, donc tu peux faire pas mal de choses dans un état puis dans un autre. C'est aussi pour ça, par exemple, que certains combattants refusent de combattre dans certains états parce que au niveau des taxes, par exemple, ça les tue, quoi. Donc ils disent moi j'ai pas trop envie d'y aller. New York, l'État de New York, bientôt, c'est ça, par exemple, c'est connu pour ça, tu vois. Les mecs ils y vont, ils disent je veux bien aller, mais il va falloir envoyer la prime en cachette parce que je vais me faire taxer beaucoup, quoi. Donc il y a peut-être des solutions à tout ça. On va essayer de voir lesquelles elles pourraient être, d'autant qu'il y a un petit historique, il y a un peu d'antécédent, parce que les cas que tu as répertoriés, Baba, qu'est-ce qu'ils ont voulu expliquer, qu'est-ce qu'ils ont révélé, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, d'autant qu'il y a eu des peines de prison qui ont été prononcées, notamment dans les premiers cas qui ont été vraiment médiatisés il y a 10 ans. Ouais, exactement. Il y a eu un cas en Corée qui était Tae Yong-bang, qui avait battu Léo Kuntz, mais il a révélé, après s'être fait un petit peu attraper, qu'en fait il avait été approché par des gars qui avaient accepté l'argent de base pour perdre. Au dernier moment, parce que, encore une fois, il a été contacté par les autorités locales qui ont dit « Oula, les lignes de Paris, ça va pas trop. Est-ce que tu es sûr, toi, qu'il n'y a pas un problème ?» Il a eu un coup de flip, il s'est dit « Bon, j'abandonne, je vais au combat à fond. » Il gagne le combat par décision partagée. Sauf que comme il a admis derrière qu'il avait accepté l'argent, même s'il l'a rendu, il s'est fait condamner, il a fait 10 mois de prison. En 2022, et c'est le cas le plus important parce qu'il est lié au cas d'aujourd'hui, c'est le cas donc entre Darrick Minner et James Krause. James Krause, c'est un ancien combattant de l'UFC qui est devenu un des meilleurs coachs en plus de ça à l'UFC et notamment en MMA. Un coach excellent. Aldric Cassata en parlait notamment avec Herbie dans Jab Life, un spécialiste du cage control notamment qui a beaucoup fait progresser ses élèves. Il se trouve que c'est aussi un très bon parieur, un gros parieur, et c'est un insider. Donc c'est quelqu'un qui crée les groupes Telegram, tout ça, pour donner ses avis sur le pari. Et il a fait gagner beaucoup d'argent à des personnes. Et puis en l'occurrence, il avait un élève, Darrick Minner, qui lui devait combattre contre Nurdian Beke, sauf qu'il était blessé. Ils savaient tous qu'il était blessé au genou. Et donc, ils ont mis beaucoup d'argent sur sa défaite au premier round. Ils ont tous parié, y compris un de ses coéquipiers qui s'appelle Jeff Molina, qui combattait aussi à l'UFC. Long story short, tout ça, ils se sont fait griller, tout simplement. Ils se sont fait griller, en fait. Les FBI s'en est mêlé. Coach James Krause a été suspendu. L'UFC a interdit aux combattants d'aller s'entraîner avec lui. C'est-à-dire que si tu t'entraînes avec lui, tu ne peux pas combattre à l'UFC, tout simplement. Minner, il a été suspendu 29 mois. Molina a été suspendu 36 mois. James Krause est toujours suspendu aujourd'hui.
le truc qui est intéressant là, Thomas, c'est que Dulgarian, c'est un ancien élève Charles. de James Krause. Charles. Oui, mais forcément, il y a les grandes émissions très longues. c'est vrai, Les c'est nuits sont longues quand c'est en plateau avec Thomas. Ouais, c'est vrai, avec Thomas. Le truc qui est intéressant, c'est que c'est un ancien élève de James Krause. Et qu'en fait, tous les élèves qui ont été interdits de s'entraîner avec James Krause, ils ont été dans un nouveau club qui s'appelle le X Factory. Et Dulgarian en fait partie. Donc là, tu te demandes. Donc il a gravité. Exactement. Alors, quelle influence de James Krause sur ce résultat? Est-ce qu'il est encore dedans? Est-ce qu'il est encore pas dedans? Là où ça devient encore plus Je intéressant. pense qu'il a eu 2-3 appels du FBI depuis l'autre jour. À mon avis, James Krause, il a été aussi managé notamment par une boîte qui s'appelle Iridium. Lui et tous les combattants donc, qu'il coachait. Cette même boîte, donc, elle gère notamment Dulgarian, elle gère Jeff Molina qui a été condamné, James Krause qui a été condamné. Il y a des combattants, dont Vanessa Demopoulos, Lando Vanata, qui ont dit moi aussi, on m'avait approché, sous forme de blague. Celle de Vanata, par exemple, tu vois que c'est une blague, entre guillemets, parce qu'il dit moi, on m'a approché 7 fois pour des combats. 7, c'est son nombre de défaites à l'UFC. Donc forcément, tu te dis c'est bizarre. Sauf que ces personnes-là ont quasiment toutes rétro-pédalé dans la foulée, en disant non, mais c'était une blague, vous comprenez bien que. On m'a jamais approché, moi j'ai trop d'intégrité, etc. Il n'empêche que Iridium, c'est une société qui a été créée une fois que James Krause ne pouvait plus avoir d'activité liée avec l'UFC, et que malgré tout, dans les papiers où ils ont enregistré cette nouvelle société, l'agent principal, le représentant principal, c'était James Krause. Ils ont changé ça quelques temps plus tard. Ouais. Donc c'était un petit peu feignant de leur part, si tu veux mon avis. Donc tout ça pour dire que cette histoire-là de paris truqués, elle tourne beaucoup autour de la même équipe et des mêmes personnes. Ouais, parce que peut-être c'est aussi ceux qui ont été les moins malins, qui ont eu le plus la folie des grandeurs, hein, parce qu'il y a certainement beaucoup d'autres cas qui sont beaucoup plus discrets. Qui, par exemple, peuvent ne pas passer par les États-Unis. Parce que, comme tu le disais, nous aussi chez AMC, on a des partenaires qui peuvent être liés au monde du pari sportif. On le voit. Déjà, je pense pas que l'UFC, que le FBI plutôt ait un œil sur les paris sportifs qui vont être faits sur des plateformes françaises pour des combats américains. Ça, j'en sais rien, mais ce serait assez étonnant qu'ils surveillent aussi ça. Mais les autorités françaises le font peut-être. Ensuite, c'est vrai qu'il y a plusieurs trucs. C'est nous, si par exemple on va traiter un combat, on peut en informer BetClick, par exemple, qui n'a pas encore publié les codes de ce combat et qui peut tout de suite les publier. Et donc il y a des mouvements qui peuvent se faire longtemps avant les combats. Et c'est vrai que si là tu vas sur les sites de BetClick, de Winamax, Unibet, généralement les combats qui ont été annoncés sont déjà en possibilité de pari. Donc tu peux aussi prévoir une stratégie assez longtemps à l'avance et anticiper tout ça. Donc il y a certainement des moyens de le faire aussi plus discrètement que ne l'a fait James Krause et les autres. Moi j'imagine qu'il y a quand même des moyens de le faire, parce que là ça a été... Après le problème c'est que dans quelle proportion cette information d'insider eux ont eu et leur a permis de parier en groupe en fait là-dessus, à quel moment c'est repris par d'autres parieurs beaucoup plus chevronnés, parce qu'il y en a eu dans le cas en fait. Il y a eu notamment un parieur très chevronné qui est resté anonyme, qui avait parié comme tous ces gars-là sur le combat d'Ulgarian, qui a été prévenu par la compagnie de paris pour lui dire attention, il y a le FBI qui a contacté l'UFC pour dire que ce combat-là était bizarre, et en fait ils lui ont laissé la possibilité de retirer son pari, et lui il a retiré son pari. Et moi je trouve ça bizarre que ce soit pas la compagnie que normalement tu peux pas faire. Hein. Quand tu as engagé. C'est la question que je voulais te poser. Moi. Non, mais normalement, alors, à moins de cas particulier, mais normalement, quand tu as engagé un pari et une somme, à moins qu'il y ait annulation de combat, même no contest, par exemple, comme il y a eu le high poke de Cyril Gane contre Thomas Spinal, les sommes ont été remboursées aux parieurs sans gain et sans perte. Donc, normalement, quand tu as engagé un pari, tu n'as plus possibilité de t'en désengager, puisque, comme tu le dis ici, c'est un peu facile. Dans ce cas-là, si un mois avant, tu prends un pari et qu'il y a des infos qui fuitent, un peu blessé, etc., c'est trop facile. Tu désengages ton pari et du coup, les sites de paris sont lésés à leur tour. Je trouve ça donc, bizarre. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire. C'est un parieur chevronné, donc j'imagine que c'est un gros compte chez eux, mais je trouve ça bizarre, moi, en tout cas, qu'ils aient pu avoir cette opportunité-là de lui faire retirer son pari. Lui, il est cette opportunité-là, en tout cas. Flavien Ziolkowski, à la prod de cette émission, me dit que quand tu engages un pari, tu as 2 minutes pour l'annuler. Par contre, dans la foulée. Donc en gros, c'est vraiment. Ça laisse en gros, je pense, la possibilité à la faute de frappe, à la mauvaise manip, pour que tu puisses annuler ça. Mais derrière, tu désengages tout de suite ton pari. C'est trop bizarre. Tu engages tout de suite ton pari et t'es coincé. Surtout dans le cas où, pour ce cas particulier, en fait, la plupart des paris qui sont venus alimenter le changement de ligne, ce sont des comptes qui étaient soit dormants,
soit des primo-parieurs. Ouais. Donc c'est des gens qui ont créé un compte juste pour parier sur ce combat-là, tu vois. Et puis là, tu as un parieur chevronné qui sort de nulle part, qui dit moi je vais mettre une grosse somme là-dessus, et au point où on vient le prévenir, attention mon gars, si tu maintiens ton pari, tu risques d'avoir des problèmes en fait. Et puis aller parier sur un. Bah alors c'est peut-être là où tu as des informations plus simples, mais sur un aussi petit combat, sur une aussi petite soirée, forcément dès qu'il y a un peu de mouvement, ça doit se voir. Ouais. Parce que je pense que le nombre de paris qu'il y a sur un gros numéroté qui engage un gros américain, ou même là on pourrait le voir pour le 322 New York, tu vois, Ouais. c'est très exposé. T'as Makhachev, t'as des américains. Mais bon, là les parier des Sur une sommes carte là-dessus, et sur une carte comme ça, je pense que ça attire forcément tous les radars. Mais moi j'ai une autre question, parce que toi qui regardes pas mal par rapport à ton émission La Carte, forcément les cotes et tout, et puis il y a tout le concours entre Antoine et Taylor, donc on sait que c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que toi, par exemple, si tu voyais est-ce que tu serais équipé pour voir ces lignes-là bouger et te dire en fait, il y a un truc bizarre sur ce combat-là, tu vois. Bah, sur les sites de paris, généralement, ils vont mettre en avant les parieurs qui ont engagé, par exemple, des très grosses sommes, tu vois, qui ont pris une cote, peu importe la cote, ça, je et vois qui ça, ont oui. dit Ok. j'ai mis 10 000 euros sur cette cote et j'ai joué. Et puis, évidemment, quand ça gagne, ils le mettent bien en avant en disant regardez, vous pouvez tous le faire, vous pouvez tous gagner, vous pouvez tous ça. Après, non, enfin, de mon expérience en tout cas, Flavien, même à la prod, tu peux me redire à l'oreille si toi, tu as une autre expérience de ça et je la retranscrirai ici, mais en gros, quand tu paries, t'as pas forcément le nombre de paris enfin moi je les vois pas en tout cas s'il y a plus de gars qui ont parié sur Bulgarian, mais ils mettent quand même Flavien me dit un pourcentage, il y a eu plus de cotes qui ont été engagées là-dessus, plus de paris engagés là-dessus, parfois ils mettent aussi des hautes paris, genre celui-là il est chaud en ce moment, les gens vont quand même le parier, donc tu vois c'est eux, mais je vois plus comme du marketing de la part des plateformes de paris pour dire encourager le vote, tu vois, ils te font un package qui est sympa, ça brille, il y a des flammes là, tu as dit tiens j'ai envie d'y aller, tu vois. Donc je le vois plus comme du marketing que de la pure info qui va aider les parieurs, et c'est normal dans leur cas puisque c'est aussi des sociétés qui sont là pour gagner de l'argent. Le but est lucratif. Hein. Donc ça me paraît totalement normal. Après, il faut aussi voir, et c'est l'autre question qu'on va se poser, Baba, est-ce que l'UFC et les autorités agissent vraiment pour empêcher tout ça? Parce que les paris, ça fait aussi partie du game. Ouais. Les plateformes de paris aux États-Unis, en Europe, en France, sont parmi les principaux sponsors des sports de combat. Donc à quel point et à quel moment l'UFC tolère aussi certaines choses, ferme les yeux pour éviter certains scandales, pour ne pas faire une mauvaise pub aux plateformes de paris, parce que c'est ce qui est en train d'être fait là actuellement. Ouais, c'est particulier parce que l'UFC, comme d'habitude, ils veulent toujours minimiser les choses jusqu'à ce que ça commence à péter et que là ils disent non mais on a toujours été sur le sujet, vous inquiétez pas. Maintenant, on va pas que critiquer. Factuellement, quand l'affaire Krauss-Mineur a éclaté, ils ont pris des mesures drastiques. Ils ont interdit à tous leurs combattants, tous leurs athlètes, coachs et officiels, donc ça inclut les arbitres, de parier sur des combats de l'UFC. Ça, comme ça, c'est clair, net et précis. Celui qui parie, celui qui se fait attraper, boum, on le dégage. T'es prévenu, ils envoient des mails, voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec l'affaire Mineur notamment, où Molina, quelques temps plus tard, on lui a dit tu dois pas parier, il a parié, ils lui ont dit bah tu dégages. Comme ça c'est clair, il n'y a pas de problème. Krauss, il a été suspendu à vie, on lui a retiré ses licences officielles donc de coach à la fois dans la commission du Nevada, il y a pas mal d'autres commissions qui ont suivi, donc tu peux pas le voir dans le coin de quelqu'un à l'UFC. Et ça, il n'y a pas de date de fin. A priori, c'est ad vitam aeternam. Donc, ils ont quand même agi. C'est à la suite de cette affaire qu'ils ont scellé leur collaboration avec IC 360, qui est donc ce fameux organisme qui va garantir l'intégrité des combats et des paris pour l'UFC. Il y a certaines commissions régulatoires, notamment l'Ontario, qui a réagi en disant « Nous, on interdit les paris tant que l'UFC ne fait pas quelque chose ». Ils ont réintégré les paris une fois qu'ils ont vu que l'UFC a fait tout ça. Ils ont dit d'accord, on va réautoriser les paris, mais avant ça, ils avaient interdit purement et simplement. Tu ne pouvais plus parier, si tu étais en Ontario, tu ne pouvais pas parier sur l'UFC. Donc, des choses sont faites, oui. Maintenant, il y a quand même des choses où le bas blesse, notamment au niveau de la communication, au niveau de la transparence. Bulgarian qui est coupé, on ne sait toujours pas pourquoi. C'est ça, en fait, c'est ça le gros problème. Tu vois, parce que l'UFC, c'est tellement gros, à un moment, il y aura toujours des problèmes qui sont liés à ça, toujours. Que ce soit avec des gens, des insiders, comme tu dis, avec des combattants, mais aussi avec du grand public qui peut abuser de certaines failles qui se présentent. Enfin, les problèmes, ils sont inhérents et à ce sport et à la nature humaine, en fait. Tu vois, je pense que c'est la communication qu'il faut travailler. En fait, je crois qu'il faut bien communiquer, il faut agir immédiatement quand il y a quelque chose, et puis surtout, il faut mieux communiquer que ça. À un moment, il faut arrêter de toujours communiquer de façon aussi autoritaire
et arbitraire et de juste dire écoutez, il n'y a rien, circuler, il n'y a rien à voir. Et quand il y a quelque chose, là tu viens de nous expliquer très maladroitement sur TMZ que si en fait je suis là, ne vous inquiétez pas, que le FBI, mon ami Kash Patel, c'est pas mon ami pardon, le FBI en entier, parce qu'il veut évidemment pas mettre son ami dans la merde, donc il essaie de pas trop le citer. Mais après ce qu'on sait pas, Baba, c'est que peut-être que le FBI a appelé des dizaines et des dizaines de fois ces derniers temps Dana White pour lui dire quelque chose de cet ordre-là, qu'ils ont dit on laisse faire et finalement il ne s'est rien passé. Sauf que là ça ressort. Mais peut-être que ça arrivait plein de fois et qu'ils se sont dit avec l'expérience on a bien fait de ne pas annuler ce combat parce que finalement c'était une fausse rumeur, il ne s'est rien passé qui allait dans le sens de ce qu'on nous a, ce sur quoi on nous a alerté. Et quelque part, enfin, je te dis, il faut pas dire qu'ils ont raison. Quelque part, je comprends pourquoi ils ont cette politique de l'autruche un peu. C'est parce qu'il n'y a pas de journalisme d'investigation dans le MMA. Donc les mecs, ils sont tranquilles. Parce que les reportages qui sont faits, c'est en surface un peu, tu vois. Donc le mec, il se dit, on va jamais venir me faire chier, moi. Et le jour où il y a un truc qui va exploser, moi, je leur dirais, nous, on a prévenu les combattants, on a notre règlement, c'est ça. Le mec, il a voulu jouer. Et le discours de Dana White, c'est ça. Celui qui joue, il perd, il va en prison fédérale, et puis ce sera tant pis pour lui. Voilà. Donc celui qui a envie de jouer, il n'a aucun intérêt à le faire parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Écoute, si, il y a de l'argent à gagner, malheureusement, pour ceux qui ne gagnent pas assez en termes de combattants. Et puis, derrière, tu peux pas mettre le truc sous le tapis en attendant que ça se passe, et quand ça explose, c'est pas ma faute, en fait, parce que nous, on a fait tout ce qu'on devait faire. Je trouve ça un peu moyen. Tu peux faire de la prévention, par exemple. Ouais, de la prévention, et puis prendre des... C'est vrai qu'après, est-ce que toi, tu entrevois déjà des solutions de la communication, des solutions drastiques qui pourraient mettre en place? Moi comme ça, c'est vrai que quand tu dis ils ont déjà interdit les combattants, tous ces gens-là de Paris, déjà ça paraissait être le truc logique à la base. Ça paraissait être le truc logique. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus pour vraiment stopper ça? Parce que là, ça se passe limite au niveau national, sur des régulations nationales, sur empêcher de jouer des sommes qui dépassent tel ou tel... Voilà, empêcher, par exemple, s'il y a un combat une fois qu'il y a eu tel tant de paris qui ont été engrangés sur ce combat-là, stopper nationalement. Enfin, peut-être qu'il y a des trucs, mais ça se passerait encore plus haut, quoi. Ça se passerait plus haut. La chose qu'il faut mettre à leur crédit, c'est qu'après avoir pris leurs actions de 2022, que j'ai cité tout à l'heure, notamment interdire tel coach, interdire les combats, les paris pour les combattants, il y a eu un effet. Je pense qu'il y a eu un effet de dissuasion pour les autres. Ils se sont dit, si je me fais attraper, ça va être chaud pour moi. La solution que je vois à l'échelle de l'UFC, à l'échelle du MMA, pour les combattants, ça va être évidemment, et on en revient toujours à la même chose, c'est d'essayer de se syndiquer pour être mieux protégé derrière. Parce que, encore une fois, le problème, c'est la fébrilité. Moi, je ne jette pas la pierre à certains combattants. Je ne vais pas leur jeter la pierre en disant c'est juste un tricheur qui a voulu s'enrichir par appât du gain, etc. Non, il y a des mecs, encore une fois, ils sont dans des situations complètement merdiques, et tu comprends, enfin, tu peux comprendre que derrière, il y a quelqu'un qui les approche en disant tu vas avoir tant en cash pour régler tes problèmes financiers du quotidien. Les mecs y vont, tu vois. Donc, si tu as une meilleure protection collective, si tu arrives à négocier de meilleurs salaires, une protection, un accompagnement médical, des choses qui vont retirer ces petites choses qui peuvent t'attirer vers ce côté obscur de la force, c'est sûr que ce sera plus simple. Mais c'est une situation, malheureusement, je suis très sceptique sur la création d'un syndicat. Moi, je suis aussi sceptique parce que, comme je disais tout à l'heure, tu vois, pour moi, il y a aussi les autorités, il y a l'UFC, il y a le système, mais il y a la nature humaine. Et on a aussi des cas de joueurs de foot qui gagnent des millions, 100 000, 200 000, 300 000, 1 million. Et pourtant, les mecs vont jouer parce qu'ils ont cet appât du gain et puis cette vibration que procure le jeu, quoi. Sans parler de la NBA, c'est en train de péter. La NBA, c'est en train de péter. C'est en train de péter. Et tu parles il y a des images qui sortent avec Kevin Durant qui regarde des mecs dans le public. Enfin, on ne sait pas. Faut encore. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont en cours. Et c'est pour ça, j'allais dire que la solution. Tout à l'heure, tu disais la solution peut venir de plus haut. Mais t'as raison, Charles. J'ai envie de te dire, il faudrait que ça pète à l'NBA et que ça ruisselle sur le reste des sports et qu'on se décide à réguler pour de bon. Mais c'est là où un mec comme Kevin Durant, par exemple, je prends son exemple, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais si ça avéré, là on est clairement sur des pressions mafieuses. Un mec comme Kevin Durant, là on parle même pas de millions, on parle de dizaines et de centaines de millions gagnés en carrière. Il va pas aller s'amuser à faire un pari pour gagner $1 million. Voilà, tu vois, donc c'est forcément des pressions de l'entourage, des pressions qui sont liées. Après, des gens aussi décident de réussir à définitivement s'éloigner de ces pressions-là, parce que tu peux le faire aussi à un moment. Si vraiment tu te coupes de tout, c'est possible de le faire. C'est très dur quand tu es dedans.
mais c'est aussi possible. Donc le problème, en fait, il est à multifacette et c'est très dur d'identifier vraiment la source du truc, je trouve. C'est très difficile, d'autant plus que, et pour peut-être finir un peu là-dessus, que il y a aussi de la fabulation sur ça, tu vois. On aime aussi un petit peu romantiser les choses. Il y a des mecs qui parlent. Il y a notamment Harry Mack sur Twitter qui est un petit peu à l'origine de l'histoire, mais en même temps qui alimente. Et puis il parle d'une façon un peu particulière. Donc il t'explique que lui, il savait déjà tout ça, mais qu'en même temps, il a des choses à révéler, mais qu'il a un Glock. Enfin, je sais pas, il parle de trucs bizarres. Je sais pas pourquoi il nous précise qu'il a un pistolet avec lui. Mais tu vois, donc faut faire attention aussi à certaines sources. Faisons attention. Mettons la lumière sur ce sujet, et c'est ce qu'on fait toi et moi aujourd'hui, parce que c'est important. En même temps, essayons de rester sur des bases sourcées, c'est ce qu'on a essayé de faire dans cet épisode-là, le plus possible en tout cas. On est resté factuel. Maintenant, chacun peut se faire son opinion et puis on peut aller aussi un petit peu extrapoler. Et puis ça reste le monde du combat. Le monde du combat, il est propice à toutes sortes de choses, bonnes, moins bonnes. Il y a aussi le sujet des arbitres, parce qu'il y a des décisions un petit peu bizarres. Et on peut se poser la question de savoir est-ce que des arbitres ne sont pas approchés, est-ce qu'ils n'arrivent pas à leur manière à changer le destin de certains combats. Je pense à un combat où il y a eu 8 knockdowns. L'arrêt ne pas arrêter le combat est injustifiable et plein d'autres choses comme ça. Ouais, les arbitres qui, enfin pareil, je sais pas, là, je fais un truc con, mais je me fie à des films qu'on peut voir, mais voilà, tu commences à discuter avec quelqu'un, il te paraît hyper sympa, finalement il t'invite à dîner au resto, et puis derrière, une fois qu'il t'a offert un petit cadeau, qu'il se voit pas trop, et après il va dire tiens, tu sais, je t'avais emmené au resto, si sur ça tu m'as arrangé aussi, parce que je t'ai quand même filé des trucs, mon pote, tu vois, faut m'aider maintenant. Donc je pense que bon, ça relate aussi une certaine réalité. Ça qui doit être très très dur à gérer quand ça arrive. C'est super important. Dans mon ancien boulot, ancienne boîte que j'ai c'est 18 ans de métier dans ce métier-là, dans la logistique et dans mon ancienne boîte, on n'avait même pas le droit d'accepter un mug. C'était par la compliance de ma boîte, c'était non, ça, si tu acceptes le mug de ton transporteur, parce que je faisais de la logistique, non, c'est de la corruption en fait. C'est déjà de la corruption. Comme ça. Ouais, si tu commences à accepter quelque chose, tu n'acceptes rien en fait. Voilà, mais donc comme quoi, même à des cas qui peuvent paraître totalement anodins comme ça, accepter un mug, ça commence comme ça, et derrière, t'aurais pu avoir la machine à café avec. Et ça continue, et puis machin, et puis demain j'achète tous mes camions chez lui, tout le monde se demande pourquoi. Quoi, ouais, c'est ça. C'était un peu ça le délire. Et ça peut être aussi à la limite de la loi, c'est imperceptible, et puis finalement ça peut continuer à se propager et prendre des ampleurs assez folles. Est-ce que la France est pour toi quand même plus préservée que les États-Unis là-dessus? Est-ce que c'est exactement la même chose, parce qu'on se dit c'est la nature humaine et tu peux pas faire contre? Pour moi c'est la même chose. Maintenant comme je te dis, je connais pas du tout le monde du pari, que ce soit à l'international ou en France. Je suis pas parieur, par conviction je parie pas. Maintenant le monde du combat je connais. Jamais je te dirais que mon sport est 100% propre. Non, il y a des approches tout le temps, il y a des choses qui se passent. D'autant que ton monde de base, c'est aussi le pied-point. Et puis, ce qui est le pari dans le Muay Thai, c'est quelque chose de central. De central, très central. C'est plus que central. Et notamment avec les rounds d'observation qui permettent sur place aux gars de pouvoir aller parier. Et comme ça, les bookmakers ont encore le guichet ouvert et peuvent engranger les paris sur les premiers rounds. Et tu paries jusqu'au bout, parce que même au troisième round, tu as encore des parieurs qui peuvent venir dans le coin des combattants en Thaïlande pour dire si jamais tu arrives à renverser la situation, dans le quatrième, le mec il va venir avec un collier. C'est Youssef Bouganem qui racontait cette histoire-là, tu vois. Il va venir, je te promets ça, mais je te promets de l'argent, t'inquiète pas. Et ça devient un petit peu la même chose à l'international, parce que tu peux parier sur le round, tu peux parier sur la méthode, tu peux parier sur est-ce que le gars sortira du troisième, est-ce qu'il perdra dans la quatrième. Plus tu vas multiplier, tu vas diversifier la manière de parier, plus ce sera propice à la triche et à la corruption. Bon, affaire à suivre. En tout cas, tu as des choses à rajouter juste sur cette affaire d'Ulgarian, Baba, non, je pense que j'espère qu'on a été. J'espère aussi, je pense qu'on a été. J'espère, comme toi, on a été assez complet, mais d'autant que c'est une affaire qui est encore à suivre, parce que là, on est au tout début, on voulait vous en parler, mais il y aura des rebondissements, il y aura des suites, et puis même Dulgarian devra certainement s'exprimer à un moment, et puis il y aura des suites, et peut-être que même c'est l'arbre qui cache la forêt, et qu'il y aura encore des affaires qui vont être multipliées, parce que peut-être que ça va être l'occasion aussi pour l'UFC de dire là, on va faire le ménage. Peut-être. On a fait un ménage en 2022, on a pris des décisions d'ampleur, là c'est peut-être l'occasion de refaire la même chose. Peut-être qu'ils iront plus loin.
hein. Pour rappel, c'est de plus en plus mainstream. Et puis, il y a les liens avec le FBI, et puis avec Trump et compagnie. Et puis surtout, il y a un énorme deal avec Paramount à 7 milliards. Ouais. Faut peut-être pas faire n'importe quoi là. Ouais, faut pas faire n'importe quoi. L'UFC, donc au cœur de cette petite polémique et ce petit scandale autour du combat d'Isaac Djoulgarian, qui a été viré de l'UFC. Il sera jamais champion UFC. Non. Bon, il y avait peut-être Ça, pas de c'est doute faux. là-dessus, mais en tout cas, on le Son reverra. coach a même dit qu'il ne verra probablement pas combattre. Voilà, donc la carrière forcément de Djoulgarian et puis ce serait bien de savoir les sommes aussi, parce que ça se trouve il a fait tout ça pour pas grand chose. Ouais, bah c'est clair. Et que du coup il se retrouve avec une carrière et peut-être même une vie qui va être bousculée avec la potentielle prison si jamais tout ça est mis au clair et qu'il est effectivement coupable. Merci Baba d'avoir été avec moi et complet, documenté sur ce sujet. Merci à toi Charles. Et évidemment on se retrouve très très vite dans le Fighter Club ensemble. Merci à Flavien Ziolkowski et Daniel Torres en régie, et merci à vous toutes et tous de nous écouter. On l'espère toujours plus nombreux dans le RMC Fighter Club. Ciao. RMC Fighters Club.